Les SUV modernes ont tellement de capteurs que si vous les regardez avec somnolence, ils pensent que le moteur est mort. Les classiques, en revanche, ne demandent qu'un terrain difficile pour se réveiller. Actuellement, alors que le plastique craque dans les nouveaux modèles, le vrai fer continue de prendre de la valeur et du respect. Aujourd'hui, nous analysons 8 légendes qui survivent à leurs propres propriétaires et traversent les continents sans effort. Restez jusqu'à la place numéro 1 car c'est le tout-terrain indestructible qu'aucun modèle actuel ne peut vaincre. Commençons. SUV numéro 8, Suzuki Vitara Sidekick première génération. La Suzuki Vitara, également connue sous le nom de Sidekick aux États-Unis, de première génération est arrivée à la fin des années 80 lorsque le monde du 4 roues motrices était polarisé. Soit vous aviez un véhicule militaire inconfortable, soit un coûteux pick-up géant. Cette petite machine a changé les règles du jeu en démocratisant l'aventure. Elle a démontré qu'il était possible d'avoir de réelles capacités tout-terrain sans sacrifier les reins à chaque nid de poule. Également connue sous le nom de Vitara Escudo ou Geo Tracker selon le marché, elle est responsable de l'existence des SUV compacts d'aujourd'hui. Sa taille conviviale et ses couleurs vives des années 90 cachent une architecture à l'ancienne. Châssis à longeron en acier ultra résistant, véritable boîte de transfert avec réducteur en gamme basse et essieux arrière rigides. Sa durabilité structurelle est enviable par rapport aux crossovers modernes qui sont fondamentalement des voitures surélevées. Le moteur de la série G de Suzuki, plus précisément le 1,6 litres, à 4 cylindres, dans sa version à 16 soupapes avec injection multipoint, était l'équilibre parfait. 95 chevaux, 98 livres-pieds de couple. Le véhicule était une plume, pesant à peine plus de 1000 kg, de sorte que ce rapport poids-puissance lui permettait de flotter sur le sable et la boue, là où les véhicules lourds s'enfonçaient. La capacité de remorquage était de 1000 livres sans frein sur la remorque, 2000 avec frein, idéal pour une petite remorque de chargement ou une paire de motos de cross dans le désert. L'intérieur était un manifeste de la simplicité japonaise des années 90, des plastiques durs qui survivent à une apocalypse nucléaire, des compteurs clairs et une position de conduite élevée. La plupart des versions étaient des 2 portes et des cabriolets. Retirer la capote en toile un jour d'été transformait complètement l'expérience. Pendant longtemps, elles ont été sous-estimées et traitées comme jetables, mais la nostalgie et leur fiabilité mécanique ont fait exploser leur valeur. Elles sont recherchées par les collectionneurs et les amateurs de tout-terrain léger. Une Vitara de première génération propre, sans rouille et avec le toit d'origine, peut coûter entre 5 000 et 8 000 $. C'est le moyen le plus amusant et le plus fiable d'entrer dans le monde du 4 roues motrice sans dépenser une fortune. SUV numéro 7, Nissan Patrol MQ/160. Le Nissan Patrol MQ/160 fait partie de la généalogie des grands tout-terrains japonais. C'est le lien entre le passé agricole et l'ère moderne. Avant l'existence des courbes et des ressorts hélicoïdaux, il y avait cette forteresse carrée qui a défini la robustesse des années 80. Également connue sous le nom de série 160 ou Patrol 260 dans les versions européennes, c'est la définition littérale de poids lourd. L'approche de construction était industrielle. Elle était conçue pour la survie de la machine, pas pour le confort du conducteur. Châssis massif, suspension entièrement dépendante de ressorts à lame aux 4 coins. Cette capacité de charge fait rougir de nombreux pick-up modernes. Elle est dure, rebondit sur l'asphalte, mais cette rigidité garantit que vous pouvez la charger à bloc et traverser un continent sans qu'elle ne se plaigne. La légende vit sous le capot, le moteur SD33 de 3,3 litres, 6 cylindres en ligne diesel. Ce propulseur ne court pas, il pousse. La version atmosphérique délivrait 95 chevaux, la version turbo 110 chevaux et 190 livres-pieds de couple. Le système électrique de 24 volts était typique des camions lourds et des machines militaires, garantissant des démarrages puissants par temps glacial. La capacité de traction était monstrueuse pour l'époque, 5500 livres sans sourciller. Les propriétaires déclarent avoir déplacé le double de ce poids sur de courtes distances. La boîte de vitesse à 4 ou 5 vitesses était mécanique et directe. La boîte de transfert à engrenage était pratiquement indestructible. L'intérieur était la première tentative de Nissan d'offrir une certaine civilisation. Spartiate, mais avec quelques luxes comme la direction assistée et la climatisation dans les versions haut de gamme. La caractéristique visuelle la plus emblématique était le toit surélevé. Cette silhouette incomparable offrait un espace de chargement vertical gigantesque, parfait pour le convertir en camping-car d'expédition. Pendant des décennies, ils ont été des bêtes de somme dans les fermes et les zones rurales. En trouver un en état d'origine est une tâche d'archéologie. Sa valeur est en hausse car les collectionneurs recherchent cette esthétique carrée des années 80 avec la fiabilité Nissan. Un Patrol MQ restauré ou en excellent état de conservation peut atteindre entre 10 000 et 16 000 $, un prix juste pour posséder un char qui vous survivra à vous et à vos enfants. SUV numéro 6, Jeep Wrangler IJ.
Le Jeep Wrangler Ilyaji a une histoire que tout fan passionné de la marque Jeep connaît bien. Lorsque vous effectuez un changement radical, vous jouez avec le feu. En 1987, le remplacement du bien-aimé CJ-Sept est arrivé. Le premier modèle a porté officiellement le nom Wrangler. Mais il y a eu un détail qui a fait hurler d'horreur les puristes, les phares carrés. Pendant des années, il a été considéré comme le vilain petit canard parce que Jeep avait rompu avec la tradition. Mais le temps a remis les choses en place et aujourd'hui, le Ilyaji est vénéré comme le dernier de la vieille garde. En termes d'architecture, contrairement à son successeur le TJ, qui utilisait des ressorts hélicoïdaux, le Ilyaji a conservé la suspension à ressorts à lame sur les 4 roues. Il est plus inconfortable, saute comme une chèvre sur l'asphalte, mais sa rigidité structurelle le rend infiniment plus stable lors du chargement de poids et plus simple à réparer au milieu de nulle part. C'était comme un tracteur agricole avec un permis pour l'autoroute. Ce fut le premier Jeep à recevoir un traitement sérieux de galvanisation sur la carrosserie et le châssis, le rendant beaucoup plus résistant à la rouille que ses prédécesseurs. Les premiers modèles avaient des moteurs à carburateur avec des problèmes. Mais la légende a été forgée à partir de 1991 avec le moteur définitif, le AMC 4,0 litres High Output à 6 cylindres en ligne. Sans discussion, c'est l'un des meilleurs moteurs de l'histoire américaine. 180 chevaux, 220 livres-pieds de couple. C'est un moteur connu pour atteindre 500 000 km sans l'ouvrir. Il n'a besoin que d'huile et d'eau. Son bruit rauque et sa poussée à bas régime sont la bande sonore de l'aventure. L'empattement court limite sa stabilité lors du remorquage de charges longues, mais sa capacité officielle de traction de 2000 livres est suffisante pour une remorque utilitaire ou un jet ski. Son véritable talent n'était pas de tracter mais de grimper. La boîte de transfert NP230 et un command track est une pièce d'ingénierie à l'épreuve des bombes. L'intérieur était une tentative de civiliser le Jeep avec un tableau de bord plus bas pour améliorer la visibilité, mais il reste basique. Métal exposé, tapis amovibles et bouchons au sol pour drainer l'eau. Ce fut le véhicule vedette du film Jurassic Park, un statut dans la culture pop qu'aucun autre Jeep n'a. La malédiction des phares carrés est devenue sa plus grande vertu. Il est différent, rétro, cool, ce ne sont plus des Jeeps bon marché que personne ne voulait. Un Wrangler Ilyaji avec un moteur 4,0 et sans rouille sur le châssis peut coûter entre 10 000 et 18 000 $. C'est le prix à payer pour le dernier Jeep robuste, analogique et à ressorts à lame avant que le confort ne s'empare du segment. SUV numéro 5, Ford Excursion. Si l'objectif de cette liste est de montrer des véhicules qui humilient les modernes, le Ford Excursion est la reine incontestable de l'intimidation. Alors que les SUV d'aujourd'hui tentent d'être aérodynamiques et écologiques, Ford a clôturé le millénaire en lançant le véhicule utilitaire sportif le plus grand, le plus lourd et le plus excessif en production de masse. Ce n'était pas une voiture familiale, c'était un monument d'acier américain. Son ADN était indestructible. Il n'a pas été construit sur une plateforme de pick-up légère comme l'Expédition, c'était littéralement un Ford F-250 Super Duty carrossé. Châssis de camion de 3/4 de tonne, essieu, rigide massif dans les versions 4 roues, motrices et composants de suspension conçus pour un usage industriel. Il pesait plus de 3500 kg à vide. Il était si grand qu'il a été légalement classé comme véhicule commercial pour éviter les réglementations sur la consommation de carburant. Sous ce capot de la taille d'une table de ping-pong, il était proposé avec un V10 à essence très puissant, mais le saint Graal que tout le monde recherche est le légendaire moteur 7,3 litres Power Stroke Turbo Diesel C8. Un bloc vénéré est capable d'atteindre 1 million de kilomètres sans réparation majeure. 250 chevaux, mais un couple dévastateur de 505 livres-pieds à bas régime. L'excursion n'accélère pas. Il pousse le monde en arrière. La capacité de traction était de 11 000 livres, ce qui en faisait un remorqueur longue distance définitif. Vous pouviez atteler un yacht, une remorque à chevaux ou même un autre pick-up et il ne sentait même pas le poids. C'était l'outil ultime pour les familles nombreuses qui voyagent chez lourd. L'intérieur était une caverne avec une capacité de 9 passagers adultes confortablement et de l'espace dans le coffre pour tous leurs bagages. Les portes arrière de type ambulance ou grange facilitèrent le chargement. S'asseoir à la place du conducteur était une expérience de puissance absolue. Vous regardiez presque tous les véhicules sur la route. Ironiquement, il a été abandonné pour être trop grand et consommer beaucoup de carburant, mais aujourd'hui, cette exagération est sa plus grande vertu. Dans un monde de SUV en plastique avec de petits moteurs, l'excursion est un dinosaure vivant. Le marché de l'occasion est en folie, les versions à essence sont plus accessibles, mais un excursion 4 roues motrice avec un moteur 7,3 Power Stroke est de l'or pur et peut coûter entre 25 000 et 40 000 $. C'est le dernier grand géant, une machine que nous ne verrons plus jamais fabriquer. SUV numéro 4, Toyota 4 Runner, deuxième génération.
La décennie des années 90 a eu un véhicule officiel pour les amateurs de plage et d'aventure. Alors qu'aujourd'hui les SUV sont conçus dans des souffleries pour économiser du carburant, Toyota a conçu une machine basée sur une prémisse simple, la durabilité absolue du pick-up Hilux. La deuxième génération du 4Runner, également connu sous le nom de Hilux Surf sur d'autres marchés, est le chaînon manquant qui a transformé un camion agricole en une icône de style de vie. Elle humilie les modèles modernes non pas par sa vitesse, mais par son architecture. La première génération était essentiellement un pick-up avec un toit en fibre de verre boulonné. Cette génération avait une carrosserie en acier entièrement intégrée à 4 portes, mais a conservé l'essentiel. Le châssis allongeron du Hilux et la suspension arrière à essieu rigide avec ressorts hélicoïdaux qui offraient une articulation tout-terrain enviable. Elle était célèbre pour souffrir d'un affaissement de l'arrière après quelques années, un défaut cosmétique que les propriétaires pardonnent car mécaniquement, elle est immortelle. Le moteur de base était le légendaire 22RE de 2,4 litres à 4 cylindres qui délivrait 116 chevaux. Vous ne gagnerez aucune course et c'est le plus lent en montée, mais les mécaniciens le considèrent comme l'un des blocs les plus difficiles à détruire de l'histoire de l'humanité. Pour plus de puissance, le V6 de 3 litres délivrait 150 chevaux et 180 livres-pieds de couple. Le V6 était réputé pour souffler les joints de culasse, mais une fois ce détail corrigé, c'était un tracteur infatigable. La capacité de travail était honnête. 3500 livres de remorquage. Ce n'est pas un chiffre monstrueux, mais c'est suffisant pour des motos, un petit bateau ou une remorque de camping. Là où un SUV moderne avec un châssis monocoque se briserait en deux, celui-ci tenait. La caractéristique qui l'a fait entrer dans la légende et qu'aucun modèle moderne n'a reproduite avec le même style est sa lunette arrière électrique. La vitre complète s'abaisse et se cache à l'intérieur du haillon, contrôlé depuis la console centrale. Le flux d'air est incroyable et c'est la raison pour laquelle c'était le véhicule préféré des propriétaires de grands chiens. L'intérieur spartiate en plastique c'est gris et les compteurs simples ont vieilli avec une dignité enviable. Pas d'écran tactile qui brûle, ni de capteurs inutiles. Le taux de survie de Toyota continue de frapper fort. Avant, c'était un vieux pick-up bon marché, aujourd'hui c'est un classique culte de l'overlanding. Un 4Runner de deuxième génération propre, surtout 4x4 et manuel, peut coûter entre 8 000 et 14 000 $. C'est le prix d'avoir le pick-up qui a défini l'esthétique aventureuse de toute une génération. SUV numéro 3, Jeep CJ7. Si un enfant de n'importe quelle partie du monde dessine un véhicule tout-terrain, il dessinera la silhouette de ce véhicule. Le Jeep CJ7 n'est pas un simple modèle de plus dans la ligne du temps, c'est le père de la culture du 4x4 récréative telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avant que le Wrangler n'existe, il y avait la série Civilian Jeep CJ et la 7e itération est considérée par les puristes comme le dernier véritable chef-d'œuvre de la vieille école avant que la modernité n'adoucit les choses. La différence entre cette légende et ses prédécesseurs militaires fut un changement subtil mais crucial dans le châssis. Jeep a allongé l'empattement suffisamment pour qu'il soit plus stable sur route et pour permettre pour la première fois l'installation d'une transmission automatique. Mais cela ne l'a pas rendu faible. Il est toujours monté sur un châssis en échelle en acier épais avec une suspension à lame aux 4 coins. Sans bras de contrôle en aluminium ni capteur de stabilité, juste du fer contre la roche. Cette configuration simple est pratiquement indestructible depuis un demi-siècle. La variété sous le capot était intéressante mais la légende s'est construite sur 2 piliers. Le plus courant était le moteur AMC 4,2 litres à 6 cylindres en ligne. Ce n'était pas un moteur rapide avec à peine 115 chevaux, mais le secret était dans son couple. 210 livres-pieds disponibles presque dès le ralenti. C'était un moteur de tracteur qui pouvait grimper un mur en première vitesse sans toucher l'accélérateur. Pour les chercheurs de trésors, il y avait l'option du V8 AMC de 5 litres qui délivrait 150 chevaux et 245 livres-pieds de couple. Le petit Jeep se transformait en une bête avec un son rauque inégalable. Bien qu'étant un véhicule court, sa capacité de travail était étonnamment robuste. Il était qualifié pour remorquer 2000 livres, beaucoup pour sa taille. Mais sa véritable vertu n'était pas de traîner mais de résister. Les essieux étaient des typiquement Dana 30 à l'avant et AMC 20 à l'arrière, connus pour supporter l'abus de gros pneus sans se casser. L'intérieur était le minimalisme poussé à la perfection. Pas de plastique rembourré. Le tableau de bord était une plaque plate de métal peinte de la couleur de la carrosserie. Les compteurs essentiels étaient au centre, un design honnête. Si vous le salissez, vous le lavez au tuyau d'arrosage. S'il cesse de fonctionner, vous le réparez avec un tournevis et une clé anglaise. L'expérience ultime de liberté était d'enlever le toit rigide, de démonter les portes et de baisser le pare-brise sur le capot. Sentir le vent sur votre visage comme aucun autre véhicule ne le permettait. En posséder un, c'est comme avoir un chèque au porteur dans le garage. Alors que les Jeeps modernes se déprécient, le CJ Sept original, en particulier les éditions Golden Eagle ou Laredo, ne fait qu'augmenter de valeur. Un exemplaire restauré ou bien conservé peut coûter entre 21 000 et 35
45 000 $. C'est le prix d'être propriétaire de l'icône américaine originale, la machine qui n'a pas besoin d'écran ni de mode de conduite pour prouver qu'elle est le roi de la montagne. SUV numéro 2, Mitsubishi Pajero Evolution. Le Mitsubishi Pajero Evolution est un véhicule de cette liste qui mérite le titre de voiture de course avec immatriculation. Alors que d'autres du classement étaient des outils de travail ou des transports familiaux, cette machine existe pour une raison unique, la domination totale du rallye Dakar. Connu des collectionneurs sous le nom de Pajero Evo, ce fut une édition spéciale d'homologation. Mitsubishi devait fabriquer 2500 unités pour la route afin de pouvoir concourir dans la classe T, 2 du rallye le plus difficile du monde. Le résultat fut le SUV le plus agressif et le plus capable des années 90. À première vue, vous savez que ce n'est pas un Montero normal. Il semble qu'il soit allé à la salle de sport et ait pris des stéroïdes. Kit de carrosserie élargi, prise d'air fonctionnelle sur le capot et l'aileron arrière emblématique à double oreille de Batman. Rien n'était cosmétique. Tout était conçu pour l'aérodynamisme et le refroidissement dans le désert à 160 km/h. Ce qui humilie les modèles modernes, c'est sa suspension. Ce fut le premier véhicule à inaugurer un système de suspension indépendante multibras pour le tout-terrain. Les SUV modernes utilisent une suspension indépendante pour être doux en ville. Le Pajero Evo l'utilisait pour atterrir des sauts de 2 mètres dans les dunes sans se casser. C'était de l'ingénierie de compétition que vous pouviez conduire au supermarché. Le cœur de la bête était exclusif et ne le partage avec aucune camionnette ordinaire. Le moteur 6G74 de 3,5 litres 6.6 avec technologie d'ouverture variable des soupapes déclarait officiellement 276 chevaux en raison du pacte de non-agression japonais. Mais la réalité est qu'il frôlait les 300, avec un couple de 256 livres-pieds. Contrairement aux moteurs de camions paresseux, ce V6 adorait monter dans les tours, hurlant comme une voiture de sport. Le véhicule de course n'en restait pas moins pratique. Il conservait la traction Super Select 4 roues motrices de Mitsubishi qui vous permettait de passer de la propulsion au 4x4 en mouvement et de bloquer les différentiels pour grimper l'impossible. Il n'était pas conçu pour remorquer des charges lourdes, son but était la vitesse en terrain difficile. Le châssis était renforcé et était beaucoup plus rigide que toute version standard. L'intérieur était spécial. Siège Recaro d'origine usine conçu pour vous maintenir en place pendant que vous volez dans le désert. Volant sport, tableau de bord avec des finitions en fausse fibre de carbone, le summum du luxe sportif des années 90. Pendant des années, ce fut un secret bien gardé au Japon, mais maintenant qu'ils sont légaux à importer aux États-Unis, le secret a été révélé et les prix ont explosé. C'est probablement le SUV japonais le plus collectionnable de l'histoire. Acquérir un Pajero Evolution aujourd'hui est une chasse au trophée. Les prix des unités en bon état ne descendent pas en dessous de 40 000 à 60 000 $. C'est le prix d'avoir dans votre garage le Godzilla des pick-up, une machine née championne et qui mourra en légende. SUV numéro 1, Toyota Land Cruiser série 40/FJ40. Et nous arrivons au sommet de l'ingénierie mécanique. Ce véhicule ne définit pas seulement ce que signifie être indestructible, mais il est la raison pour laquelle Toyota a la réputation qu'elle a aujourd'hui. Si la civilisation s'effondrait demain et que toutes les routes disparaissaient, c'est la voiture qui continuerait à rouler parmi les ruines. L'immortelle Toyota Land Cruiser série 40, mondialement connue sous le nom de FJ40. Sur nos terres, elle a un nom bien plus approprié, la Macho. Ce n'est pas un véhicule conçu sur un ordinateur, il a été forgé dans l'acier. Sa silhouette est inimitable, des phares ronds collés à la calandre, un pare-brise plat, des ailes séparées et ce toit blanc qui est devenu une icône mondiale. Ce qui humilie n'importe quel 4x4 moderne, ce n'est pas sa technologie mais son absence. Sans plastique qui craque, sans zone de déformation programmée, sans capteurs qui deviennent fous. Juste du métal boulonné à plus de métal. La carrosserie est si robuste que dans de nombreux cas, elle a survécu à ses propres propriétaires. Le cœur de la légende, ce sont des moteurs que les mécaniciens appellent des blocs agricoles. Dans les versions essence, la star est le moteur 2F de 4,2 litres à 6 cylindres en ligne. Une masse de fonte qui génère 135 chevaux et 210 livres-pieds de couple. Ce n'est pas rapide et la conduire sur autoroute est une épreuve de patience. Mais elle a été conçue pour fonctionner avec de l'essence de mauvaise qualité, de l'huile usagée et les pires conditions climatiques sans jamais s'arrêter. Les amateurs de diesel avaient les moteurs des séries B et 3B, également légendaires, capables d'accumuler des centaines de milliers de kilomètres avec de simples vidanges d'huile. Conduire une série 40 est une expérience physique et viscérale. On ne la conduit pas du bout des doigts, il faut se battre avec la direction mécanique, sentir chaque engrenage de la boîte de vitesse à 3 ou 4 vitesses et utiliser les jambes avec force pour freiner. La capacité de travail était mythique.
Officiellement 3000 livres de remorquage, mais dans la réalité des campagnes d'Amérique latine et d'Afrique, ces machines ont traîné des camions bloqués, déplacé des machines lourdes et transporté le triple de leur poids en sacs de café ou en bétail. La suspension à lame est dure comme de la pierre car elle a été conçue pour la charge, pas pour le confort. L'intérieur est un minimalisme absolu. Un tableau de bord en tôle d'acier peinte de la couleur de la carrosserie, un compteur de vitesse et 3 petits indicateurs sans console centrale. Le système de chauffage est une boîte visible sous le tableau de bord. À l'arrière, il y avait des sièges de troupes ou des banquettes latérales face à face. On pouvait transporter plus de personnes que n'importe quelle réglementation de sécurité moderne n'approuverait, mais la camaraderie et l'aventure n'avaient pas de prix. La Macho a cessé d'être un outil de travail bon marché pour devenir le saint Graal de la collection 4x4. C'est le véhicule d'investissement ultime. Les unités restaurées au niveau concours, surtout celles des années finales du 79 à 84, qui avaient des freins à disque et une direction assistée, atteignent des prix stratosphériques. Lors de ventes aux enchères spécialisées, une FJ40 impeccable peut dépasser les 80 000 $ et les unités de musée ont frôlé les 100 000 $. C'est le prix de posséder la légende absolue, le véhicule qui a ouvert des chemins là où il n'y avait même pas de carte. Repasser cette liste rend une chose très claire. L'ingénierie d'autrefois avait une âme. Ces 12 machines ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des capsules temporelles qui nous rappellent une époque où les choses étaient de fait pour durer, pas pour être jetées. Si vous avez la chance d'avoir l'un de ces bijoux dans votre garage, prenez-en soin comme de l'or. Vous avez un morceau d'histoire qui ne sera jamais refabriqué.